Arthur. Ouais. Bonjour à tous, bienvenue à la première conférence de l'AFIS Lyon. Alors l'AFIS Lyon, c'est un comité local de l'AFIS national. L'AFIS, c'est l'association française pour la formation scientifique. Donc, dans ce cadre-là, l'AFIS publie le magazine Sciences et Pseudosciences. Elle a un site web que vous pouvez visiter et vous pouvez adhérer aussi à l'AFIS nationale et ça vous met automatiquement adhérent de l'AFIS Lyon si vous êtes de la région. Donc en tant qu'AFIS Lyon, on commence à organiser des manifestations comme ce soir. Donc c'est la première conférence qu'on va faire. Je remercie le conférencier d'ailleurs pour avoir participé. Donc c'est la première conférence qu'on va faire ce soir. Il y en aura d'autres. On va essayer de tenir un quota d'une conférence par mois. Voilà. Donc bienvenue à tous. Ok. Maxime, tu veux rajouter quelque chose ? Simplement peut-être concernant les questions. Donc, oui. il y a il y a un outil questions-réponses que chaque participant normalement peut utiliser, ou sinon poser les questions dans le chat du webinaire. Vous pouvez poser les questions pendant la conférence. Avec Lily, on essaiera de les mettre de côté pour qu'ensuite on puisse les poser à l'intervenant à la fin de l'intervention pendant les 15 minutes de questions. Ok, donc je présente en deux mots Xavier Dufour. Donc Xavier Dufour, donc enseignant agrégé de maths et docteur en philosophie depuis 2003. Ouais. 2003. Donc voilà, Xavier, il est tout à fait légitime pour parler ce soir parce que donc le titre de sa thèse c'est André-Marie Ampère, une philosophie de la connaissance. Et puis ça tombe bien puisque, avec un an de retard maintenant, c'est le bicentenaire des découvertes d'Ampère sur l'électromagnétisme. Et donc la thèse de Xavier portait, tu me corriges si je me trompe, l'analyse de la doctrine d'Ampère et via notamment sa correspondance avec Mendebiran, qui est un précurseur de la psychologie. Et donc ça a été une thèse carrément, de mettre en lumière le personnage, notamment via son attachement au réalisme, à l'opposé d'un idéalisme subjectif. C'est ça à peu près ? Oui. Bon, j'en parlerai. Bien. Eh ben, on te laisse parler pour une quarantaine de minutes et puis après donc un temps de questions avec les participants. D'accord. Je vous remercie beaucoup de me solliciter, de m'accueillir. Alors en effet, en septembre dernier, on a fêté les 200 ans des grandes découvertes d'Ampère dans ce qu'on appelait l'électrodynamique et qui est à la base de l'électromagnétisme. Moi, mon propos ce soir, c'est, puisque je ne suis pas vraiment physicien, j'ai fait des études de physique, mais elles sont un petit peu loin. Mon propos, c'est vraiment de vous faire découvrir un personnage extrêmement riche, très universel. On a dit peut-être l'un des derniers savants universels de la modernité. Quelqu'un qui, au fond, dont les travaux en électromagnétisme ont couvert que très peu de temps, quelques mois acharnés en 1820, et puis ensuite de façon très dilettante jusqu'en 1826, où il clôt son travail par son célèbre mémoire auquel je ferai référence. Voilà, et donc vous le présentez sous l'aspect du savant éclectique, touche à tout, et aussi du philosophe, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se contente pas de faire de la science, qui ne se contente pas d'ailleurs de pratiquer plusieurs sciences en même temps,
mais qui s'interroge sur qu'est-ce que l'on fait quand on fait de la science. Donc, ça sera un regard plutôt d'épistémologue sur Ampère. Alors, 3 parties qui forcément seront frustrantes les unes et les autres, puisqu'elles seront très, très brèves. Première partie, un survol de sa vie. Deuxième partie, un survol de son œuvre, en chimie et en électrodynamique. Et troisième partie, quelques traits de la science selon Ampère. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette conférence Ampère, une certaine idée de la science, avec un petit clin d'œil à un autre anniversaire, celui de la mort de De Gaulle. Voilà. Donc tout d'abord un rapide survol de la vie d'Ampère pour vous le situer. Donc Ampère est né dans le quartier. Alors je vois que mes images ne défilent pas. Si, ça y est. Ampère est né donc dans le quartier Saint-Nizier du centre-ville de Lyon, famille bourgeoise, chrétienne, très ouvert aux idées nouvelles. Et le père d'Ampère va acheter une maison à Paul-Émieux au Mont-d'Or, que vous connaissez peut-être, et si vous ne la connaissez pas, donc, petite parenthèse publicitaire, venez la visiter quand elle sera ouverte, vous serez accueillis comme des amis, parce que c'est un lieu tout à fait charmant, bucolique. Ampère va grandir, va passer son enfance, va grandir en autodidacte pur. Il a même appris à lire et à écrire tout seul, en lisant les livres de Buffon, les livres de botanique de Buffon. Il va s'initier aux mathématiques tout seul, pour lesquelles il montre des dispositions absolument extraordinaires. Une mémoire incroyable, il apprend par cœur des articles entiers de l'encyclopédie de Diderot qu'il récitera jusqu'à la fin de sa vie. Et à 13 ans, donc, il écrit un petit traité sur la quadrature du cercle qu'il envoie à l'Académie de Lyon. Il s'initie au calcul infinitésimal, de sorte qu'à 18 ans, il maîtrise parfaitement déjà la mécanique de Lagrange, grande référence de l'époque. Sa famille va accueillir avec enthousiasme l'annonce de la Révolution en 1789. Et malheureusement, les événements révolutionnaires vont en quelque sorte rattraper cette famille de la manière la plus terrible. En 1793, donc, il y a eu le siège de Lyon, et le père d'Ampère occupait des fonctions dans la municipalité qui était de tendance, on va dire, modérée, girondine. Et quand les armées de la Convention donc, ont envahi Lyon, après un siège de plusieurs mois, le père d'Ampère va être guillotiné. Et donc, à 18 ans, André-Marie, qui était à la campagne, donc, reçoit cette nouvelle qui va le plonger dans une prostration de plus d'1 an, dont il va se remettre, mais dont il portera certainement les séquelles avec les autres malheurs qui, malheureusement, vont l'affecter. Un peu plus tard, il rencontre celle qui va être le grand amour de sa vie, Julie Caron, qu'il va épouser. Le couple va s'installer à Lyon. Ampère donne des leçons de mathématiques, de physique, des leçons particulières en quelque sorte. Et ils vont donner naissance à un fils, Jean-Jacques, qui plus tard deviendra un très grand écrivain de sa génération. Et malheureusement, à la suite de cette naissance, donc, Julie Caron va tomber malade au moment où Ampère est nommé au lycée de Bourg-en-Bresse. Donc notre Ampère part en célibataire à Bourg-en-Bresse, tandis que sa femme reste dans les Monts d'Or. Il va enseigner la physique au lycée de Bourg et publier 2 traités de mathématiques qui vont commencer à le faire remarquer de la communauté scientifique. Grâce à quoi il va être nommé au lycée de Lyon, qu'on appelle aujourd'hui le lycée Ampère. Malheureusement, cette nomination qui le rapproche enfin de son épouse va coïncider avec la mort de celle-ci. Et donc Ampère vit le 2e grand drame de sa jeunesse, se retrouve donc veuf, et au bout d'un an d'enseignement au lycée de Lyon, donc décide de quitter Lyon, obtient une place de répétiteur de mathématiques à Polytechnique, et donc à 29 ans, il quitte Lyon et commence sa carrière parisienne, c'est-à-dire la 2e partie de sa vie. À Paris, donc, Paris à ce moment-là est vraiment le centre de la science mondiale, et l'école polytechnique, on pourrait dire le centre du centre,
Et donc à Paris, il va fréquenter l'élite scientifique, notamment dominée par la figure de Laplace, qui est un peu la grande référence incontournable et qui donne le ton à la science de cette époque. J'y reviendrai tout à l'heure. Et en même temps, il fréquente aussi les philosophes. Il est passionné de philosophie. D'ailleurs, dans ses lettres, qui sont les lettres, il faut quand même dire les choses, de quelqu'un qui est vraiment dans la souffrance, dans la peine, et c'est des lettres qui, à certains moments, frôlent la dépression. Et à certains moments, il dit qu'il se dégoûte parfaitement des mathématiques, qu'il ne s'intéresse plus qu'à la philosophie. Néanmoins, sa carrière va être assez fulgurante. Il va être nommé assez vite professeur d'analyse à Polytechnique. Ensuite, en 1809, inspecteur d'académie, c'est-à-dire qu'il fera des tournées dans les lycées de France, ce qui va d'ailleurs lui prendre énormément de temps. Et puis quelques années plus tard, en 1814, il est nommé à l'Académie des sciences, au fauteuil de mathématiques, en fait, un fauteuil de géométrie, mathématiques, en 1814 donc. Or, pendant ces premières années parisiennes, le mathématicien Ampère va surtout faire de la chimie et de la philosophie. La chimie, j'en dirai un mot tout à l'heure, donc je dis quelques mots de la philosophie. Donc, effectivement, Ampère va rencontrer un philosophe un peu plus âgé que lui, qui s'appelle Maine de Biran, et qui est quelqu'un qui est en train d'opérer une espèce de révolution copernicienne dans la philosophie française. On peut dire que c'est quelqu'un qui fonde une philosophie de la liberté par rapport à la philosophie de l'époque qui était assez matérialiste. Et Ampère, lui, va lui emboîter le pas, mais pour compléter en quelque sorte Maine de Biran dans la direction d'une philosophie de la connaissance. Ce qui intéresse Ampère, c'est les conditions de la connaissance, hein, et voilà, qu'est-ce que nous pouvons connaître? Est-ce que, en particulier, la science, pas que la science, mais en particulier la science, est-ce qu'elle nous dit quelque chose du réel? Est-ce qu'elle nous parle du réel? Ou bien est-ce qu'elle n'est qu'une sorte de langage commode et pratique, mais sans vérité, disons, ontologique? Voilà. Pendant ce temps-là, je disais donc Ampère traverse des tourments affectifs, spirituels incroyables. Donc il va vivre un remariage absolument catastrophique, va se faire littéralement exploiter par une famille atroce. Il va quand même avoir une fille et être expulsé du domicile conjugal quasiment le jour de la naissance de sa fille. Sans parler donc de ces tourments spirituels et religieux qui occupent toute sa correspondance avec ses grands amis qui sont pour l'instant restés à Lyon, et en particulier le philosophe Ballanche. Voilà. Je passe, forcément c'est une histoire qui est assez romanesque et assez passionnante, mais que je ne fais qu'effleurer. Et j'arrive en 1820, donc l'année où Ampère révolutionne en quelques jours le monde de la physique, hein, et de l'électricité. Des découvertes fulgurantes, donc, qu'il va rassembler 6 ans plus tard dans son fameux recueil, donc, la théorie mathématique des phénomènes électrodynamiques uniquement déduites de l'expérience. Je passe. Vous avez ici sur l'image, j'espère que vous la voyez, le fameux autographe, l'original du fameux petit bonhomme d'Ampère. Ça, c'est plus pour le clin d'œil. Voilà. Et Ampère, dans les années de l'électrodynamique, c'est-à-dire 1820-1826, ne fait pas que de la physique, je vous le disais, il est toujours aussi éparpillé entre ses tâches administratives, de professeur d'abord, administratives, d'inspecteur, et se passionne aussi pour d'autres domaines. Et c'est très étonnant de voir qu'il va se lancer dans un débat sur l'anatomie comparée, aux côtés d'un savant, d'un biologiste qui s'appelle Geoffroy Saint-Hilaire et qui est en train d'apporter des idées nouvelles qu'on considère comme étant à l'origine plus ou moins à l'origine des théories de l'évolution, on va dire. Et Ampère va soutenir Geoffroy Saint-Hilaire en publiant des articles sur l'anatomie comparée, sur les fossiles, des choses absolument incroyables, où il montre une science totalement exceptionnelle. Voilà. Et c'est aussi dans ces années-là, en 1824, qu'il est nommé à la chaire de physique du Collège de France.
donc où il va enseigner, et d'ailleurs quelques années plus tard, son propre fils, qui est devenu un écrivain important, va enseigner aussi au Collège de France. Et j'arrive déjà dans les dernières années, donc vous voyez que je fais très vite. En 1829, donc 7 ans avant sa mort, Ampère donc se pique d'un vieux projet qu'il avait dans sa jeunesse, à savoir une classification de toutes les connaissances humaines. Alors c'est un travail titanesque où Ampère prétend, non sans peut-être une forme d'illusion, mais prétend classer toutes les connaissances humaines, quitte à en inventer d'ailleurs certaines et même de nombreuses, sous la forme d'un arbre dichotomique. Alors vous en avez une image devant vous à droite, où les sciences sont divisées, donc depuis les plus générales. Alors la première division, c'est les sciences de la nature, le premier règne, ce que vous voyez peut-être à gauche, le premier règne, les sciences de la nature, où vous avez successivement les mathématiques, la physique, la botanique et alors je passe l'image suivante qui est plus claire. Vous avez donc les sciences cosmologiques, physiologiques. Alors si je prends le premier règne des sciences cosmologiques, je passe aux embranchements et vous avez donc les sciences mathématiques, physiques, naturelles, biologiques et médicales. Puis ensuite, on passe dans le second règne, sciences philosophiques, dialecmatiques, c'est-à-dire le discours historique, politique. Voilà. Et ça se subdivise, ça continue de se subdiviser au-delà de ce document-là, autographe, qui est juste avant impression, où Ampère a fait quelques corrections, on voit sa grosse écriture. Voilà. Et donc, c'est une œuvre qui est très significative du génie d'Ampère, et aussi, on pourrait dire, de son obsession de l'unité, qui est vraiment la marque de cet esprit extrêmement vaste, extrêmement éparpillé aussi, mais qui recherche en tout l'unité. Il écrira à son ami Claude Julien Bredin, « Je ne vois que des vérités, enseigne-moi la vérité ». Voilà, Ampère va mourir lors d'une tournée d'inspection à Marseille. Pour un Lyonnais, c'est vraiment pas de chance. Pour un Lyonnais, en plus, exilé à Paris. Et donc, il meurt au lycée Thiers de Marseille, qui ne s'appelle pas encore lycée Thiers, lycée de Marseille. On dit que on lui proposait au moment de son agonie, parce qu'il a agonisé pendant un jour, quelqu'un qui était là, probablement un prêtre, lui proposait de lui lire un extrait d'un texte fameux qui était très lu par les chrétiens à cette époque, l'Imitation de Jésus-Christ, et Ampère lui aurait répondu « ça n'est pas nécessaire, je la connais tout entière par cœur ». Ampère était un homme d'amitié, un grand affectif, quelqu'un de très fidèle et qui était extrêmement bon, d'ailleurs extrêmement gauche aussi, extrêmement distrait. Donc je ne parle pas de l'Ampère professeur, mais on pourrait faire une conférence dessus parce qu'il était relativement chahuté par les élèves à cause de ses distractions. Ampère est un homme de cœur, et je voudrais juste terminer par cette citation que restitue donc son ami Bredin, justement, un jour Ampère lui disant « Je posséderais tout ce qu'on peut désirer au monde pour être heureux, il me manquerait tout, le bonheur d'autrui. » Et donc Frédéric Ozanam, qui est un jeune qui sera par la suite un grand universitaire et très engagé dans ce qu'on appelle à l'époque le catholicisme social, Frédéric Ozanam donc a vécu chez Ampère en tant qu'étudiant, et quelques années plus tard, il dira en écho « Si Ampère pensa beaucoup, il aima encore davantage ». Alors voilà pour ce survol, évidemment très expéditif, et je m'en excuse, mais vous pourrez peut-être retrouver plus de détails dans d'autres contextes. Et alors maintenant, je vais me tourner vers quelques découvertes d'Ampère, en particulier donc deux domaines, le domaine de la chimie et puis le domaine bien sûr de l'électrodynamique. J'aurais pu parler aussi de l'optique, puisque Ampère était non seulement ami de Fresnel, mais ils ont beaucoup échangé d'idées, et d'autant plus facilement que Fresnel habitait chez Ampère, donc c'était pratique. Mais donc je décide de me restreindre à la chimie. Alors,
les premiers travaux d'Ampère datent de 1809 environ. Il est passionné par Lavoisier. Et c'est le moment où on commence à identifier les éléments, les corps simples chimiques, qu'on commence à identifier les uns après les autres. Et la grande référence à ce moment-là, l'homme dont le portrait figure à gauche sur votre écran, c'est Davy, Humphrey Davy, anglais donc, qui vient d'isoler le potassium et le sodium. Et Ampère se passionne pour ces découvertes. J'oublie de préciser, parenthèse mais qui est importante, c'est qu'Ampère n'est pas chimiste de pratique puisqu'il ne dispose pas d'un laboratoire, mais par contre il est extrêmement informé des travaux de ses collègues et se tient informé donc de leurs expériences. Et donc il les étudie très attentivement, les réfléchit et s'efforce de les interpréter à sa façon. Alors Davy avait isolé le potassium et le sodium et Ampère à son tour, en interaction avec Davy, donc il y aura des petites querelles si on peut dire de priorité, mais ça reste tout à fait amical, Ampère va prouver le caractère élémentaire du chlore. Apparemment c'est lui qui d'ailleurs a inventé le nom. Ensuite de l'iode et du fluor, donc de 3 halogènes, en s'opposant à l'avis de Berthollet, qui est le grand chimiste de l'époque, et de Laplace. Alors c'est une sorte d'ironie qui fait que Davy dira d'Ampère qu'il est le seul chimiste français qui ait pleinement compris ses découvertes, alors qu'Ampère n'est absolument pas identifié comme chimiste à Paris, mais comme mathématicien. Et Ampère donc va donner les idées à Davy qui le convaincront qu'en effet le fluor, l'iode et le chlore sont des corps simples. Et Davy va malgré tout reconnaître l'apport d'Ampère dans ses découvertes. Alors quelques années plus tard, en 1816, Ampère va se piquer d'une classification de ces fameuses espèces chimiques, et c'est très typique de cet esprit, très marqué par l'encyclopédie en fait, dont il est nourri, comme je vous le disais, et qui donc passe son temps à faire des classifications. Il y a même des classifications des opérations mentales chez Ampère, la classification des sciences, j'en ai parlé, des connaissances. Il y a des classifications biologiques et il y a la classification chimique qui est l'une des toutes premières, un lointain ancêtre de Mendeleïev, en quelque sorte. Et là, évidemment, c'est un peu difficile de rentrer dans les détails, mais vous voyez que Ampère a classé les 48 corps simples connus en 1816, en 2 grandes classes, donc la classe qu'il appelle des gazolites, que j'ai passé en orange, et la définition donc des gazolites, eh bien, ce sont des éléments qui forment avec d'autres éléments de cette même classe des gaz stables dans l'air. Donc c'est un critère plutôt physique. Et l'autre classe, ce sont les métaux. Et parmi les métaux, il va distinguer ceux qu'il appelle dans son jargon à lui les leucocytes. Alors, ce sont les métaux dont les solutions acides sont incolores, donc encore un critère plutôt physique. Et puis les autres, alors accrochez-vous, il les appelle les chroïcolites, qui donnent en milieu acide des solutions colorées. Et puis alors au sein de ces grandes classes, il va regrouper les corps simples en sous-classes. En genre, il y en a 15. Par proximité de réactions chimiques. C'est-à-dire quand les corps ont des réactions chimiques proches les uns des autres, des types de réactions proches les uns des autres, il les met en chaîne, il les aligne. Moyennant quoi sa classification a l'apparence d'un cycle, en fait d'un cycle fermé. Alors les spécialistes voient là-dedans une première annonce un peu encore grossière évidemment des séries de Mendeleïev. La démarche, en l'occurrence d'Ampère ici, c'est une démarche inductive assez classique, c'est-à-dire qu'il est hors de question de fonder ces regroupements sur la nature de ce qu'il n'appelle pas encore les atomes, et donc c'est à partir des propriétés que l'on regroupe par analogie, par proximité, les corps chimiques. Voilà, on peut dire que cela a une valeur descriptive plutôt qu'explicatrice. Mais justement, dans l'esprit d'Ampère, une classification naturelle
par exemple les classifications des espèces animales, elle est d'autant plus elle est fine, plus elle est aboutie, plus elle reflète un ordre profond, même si cet ordre nous échappe. Et le but, évidemment, de la chimie, ce sera d'aller au-delà de ces regroupements empiriques pour essayer, mais là, il faudra une théorie atomique, évidemment, moderne, pour essayer d'expliquer, bon, pensez évidemment à la classification de Mendeleïev, qui est l'exemple, enfin, c'est le paradigme même de la classification naturelle, qui va trouver son explication dans la théorie atomique. Bien sûr, on n'en est pas là avec Ampère. Cela dit, donc, pendant ces années, et autour de l'année 1814, donc, Ampère va s'intéresser à la chimie physique, on pourrait dire. Alors, dans un premier temps, il va s'intéresser à la loi de Mariotte, c'est-à-dire la loi empirique selon laquelle la pression d'un gaz est inversement proportionnelle à son volume, à partir d'une hypothèse sur les molécules qui composent le gaz, l'hypothèse d'Avogadro-Ampère. Alors, je vais peut-être passer, parce que je vais manquer de temps, sur les quelques hypothèses qu'il a formulées, qui lui permettent d'ignorer la forme des molécules, en supposant que dans un gaz, elles sont très éloignées les unes des autres, etc. Il va réaliser une espèce de modélisation grossière de l'état gazeux, qui va soumettre ensuite à un traitement mathématique, un calcul intégral, en fait, pour déduire finalement ce que nous appelons la loi de Mariotte. Travail plus impressionnant, bien plus impressionnant encore, toujours en 1814, Ampère va ébaucher une théorie de la réaction chimique. Il va en quelque sorte prouver la loi de Gay-Lussac, sur le fait que les gaz se combinent en proportion fixe dans les réactions chimiques. Et pour prouver cette loi de Gay-Lussac, il va établir une théorie de la réaction chimique. Et alors là, c'est très intéressant parce que Ampère innove avec alors pas tout à fait, parce qu'il y a l'atomisme de John Dalton qui est en quelque sorte dans le paysage. Mais Ampère donc va poser cette hypothèse de la distinction des atomes et des molécules, alors qu'il faudra quelques décennies encore pour que cette distinction soit acceptée de tous, c'est vers 1850 environ. Là, on est en 1814 et Ampère fait une théorie de la réaction chimique à partir de la distinction atome-molécule. Alors, en fait, son vocabulaire n'est pas le nôtre. Il appelle ce que nous appelons molécules, il les appelle des particules. Et les atomes, justement, il les appelle des molécules. Pour être plus clair, je vais employer le vocabulaire d'aujourd'hui. Voilà. Alors, sa théorie de la réaction chimique est en fait une théorie géométrique. Ça fait un peu penser aux figures de Platon. Il considère que chaque molécule revêt la forme d'un polyèdre. Il recense 5 formes possibles que vous avez sous les yeux. Et lorsque 2 molécules se rencontrent dans une réaction chimique, cela vient d'une coïncidence géométrique. Je cite donc Ampère, quand des particules, c'est-à-dire quand des molécules se réunissent en une particule unique, c'est en se plaçant de manière à ce que les centres de gravité des molécules étant au même point, eh bien, les sommets de l'une se placent dans les intervalles que laissent les sommets de l'autre. Et c'est comme ça qu'il nous représente une réaction avec NH3, qui est un cube, et HCl, qui est un autre décaèdre, et qui donne donc une figure qui doit être un octaèdre, si je ne me trompe pas. Voilà. Cela passe aussi par des hypothèses physiques sur les distances interparticulaires qui ne dépendent que de la température et de la pression. Et ça, c'est la fameuse hypothèse d'Avogadro-Ampère, puisque donc l'histoire de la chimie a gardé le nom d'Ampère en mémoire. Et dans cette hypothèse, on peut dire que le nombre de particules gazeuses est proportionnel au volume du gaz. Et ça, on retrouve la loi de Gay-Lussac sur les proportions fixes. Alors bien entendu, l'atomisme d'Ampère n'est pas l'atomisme qui comment dire, triomphera quelques décennies plus tard. Il n'y a pas de distinction de nature entre les atomes correspondant à des corps différents. Néanmoins, on peut dire que cette théorie est déjà remarquable
puisqu'elle procède d'une volonté, et Ampère le dit explicitement, d'une mathématisation de la chimie. Cette idée de mathématiser la science, en particulier cette science très empirique qu'est la chimie, est une idée tout à fait, on pourrait dire un peu prophétique. Et je passe donc à ce qui, malgré tout, a rendu Ampère, a consacré Ampère dans la postérité, c'est-à-dire l'électrodynamique. Il faut que je dise un mot avant d'évoquer ces découvertes du climat de l'atmosphère de la physique en 1820. Physique, donc, comme je disais, dominée par Laplace dans le sillage de Newton. Pour Laplace et pour les Laplaciens, les différentes branches de la physique sont des branches qui doivent être traitées parallèlement, mais qui n'interfèrent pas. C'est-à-dire qu'on doit traiter la mécanique selon le schéma newtonien, évidemment, ça n'est plus à faire. On doit traiter l'électricité selon le schéma newtonien, c'est ce qu'a fait Coulomb avec la force électrostatique, sur le modèle d'une force centrale. Le magnétisme doit être traité exactement de la même façon, c'est d'ailleurs ce qu'essaye de faire Coulomb sans succès, en considérant qu'il y a des particules magnétiques comme il y a des particules électriques. Et de même la chimie, de même la chaleur, de même la lumière. C'est donc des traitements parallèles dont l'unité vient simplement de la forme mathématique de l'interaction. Or, on est en 1820, à ce moment-là, cette orthodoxie, on va dire, newtonienne commence à être ébranlée par différentes découvertes. Et la plus célèbre, c'est évidemment celle de Fresnel sur la nature ondulatoire de la lumière. Et là, la physique de type corpusculaire qui était attendue est battue en brèche, en quelque sorte. Et Fresnel est très proche d'Ampère et aussi d'Arago, qui est un ancien polytechnicien aussi. Tous les trois donc vont en quelque sorte commencer un regard différent sur la physique, et en particulier cette idée, qui est une idée qui vient aussi du romantisme, que tous ces phénomènes que l'on considérait comme parallèles et indépendants les uns des autres, en fait, ne sont probablement que les facettes d'une même réalité fondamentale. Et alors, évidemment, vous voyez tout de suite le rapport avec l'électromagnétisme. C'est-à-dire que c'est bien Ampère le premier, il n'y a aucun doute là-dessus, qui a vu que le magnétisme et l'électricité n'étaient que les deux faces d'une même réalité. Alors, le plus étonnant, c'est qu'il va le dire en 1820, à partir des expériences de Weierstein, mais dès son cours de Bourg-en-Bresse, il le disait déjà, alors on ne sait pas trop sur quelle base, mais il avait déjà cette intuition. Alors j'en arrive donc à septembre, j'ai mis 2000, vous voyez, c'est septembre 2020, donc vous corrigerez, septembre 1820, les fameuses découvertes. Donc, je reviens un tout petit peu en arrière, avant donc le Danois Christian Auersted s'était aperçu presque par hasard qu'une aiguille aimantée placée à côté d'un courant rectiligne, l'aiguille aimantée s'orientait perpendiculairement à la direction du courant. Il semblait y avoir une interaction entre l'électricité et le magnétisme, chose qui précisément était totalement impensable. Arago est celui qui va refaire l'expérience à l'Académie des sciences, devant les académiciens, et donc une semaine plus tard, Ampère arrive avec un début de théorie, avec une intuition fondamentale qui est que, en fait, ce que nous appelons le magnétisme, c'est de l'électricité dans la matière, et que la véritable interaction, ce n'est pas entre électricité et magnétisme, c'est entre électricité et électricité. C'est-à-dire que deux courants électriques parallèles s'attirent ou se repoussent selon le sens de ces courants. Et ainsi, si nous posons l'hypothèse que le magnétisme, ce sont des courants élémentaires, ou des courants, en tout cas électriques, au sein de la matière magnétique, nous comprenons qu'il y a interaction entre l'électricité et le magnétisme. Alors, je vous propose de lire en quelque sorte le compte-rendu qu'en fait Louis de Broglie dans un très bel article sur Ampère. Voilà comment de Broglie relate ces découvertes.
Du seul fait de l'action exercée par un courant sur une aiguille aimantée, Ampère déduit que deux courants fermés doivent agir l'un sur l'autre et précise la loi de cette action. En effet, donc, dès la deuxième semaine, il arrive avec une première formule d'interaction électrodynamique. Il aperçoit avec une netteté parfaite que l'action des courants sur les aimants et des aimants sur les courants n'a rien à voir avec les actions électrostatiques ordinaires. Il affirme que les propriétés des aimants doivent pouvoir se ramener à l'existence de courants électriques fermés existant dans la masse de la substance aimantée, tandis que la charge électrique est une réalité fondamentale, il n'existe pas de charge magnétique. La véritable origine physique du champ qui entoure l'aimant devant être cherchée dans les courants électriques élémentaires qui parcourent sa masse, etc. J'ajoute que Ampère ramène le magnétisme terrestre à l'existence d'un courant électrique dans le globe et, chemin faisant, donc, dans les mois qui vont suivre, s'interroge sur la nature et l'origine du courant électrique et ébauche la distinction, alors voit clairement l'idée, comment dire, de ce que nous appelons l'intensité électrique, c'est-à-dire le débit de charge, voilà, et ébauche la distinction entre intensité et tension électrique. Et puis là-dessus, Faraday donc, va intervenir aussi. Il va y avoir la question la réalisation de l'embryon des moteurs électriques, les rotations continues, etc. Et j'en reste aux toutes premières semaines des intuitions assez fulgurantes d'Ampère, qui va mettre en évidence l'interaction entre deux courants grâce à une première expérience qui est schématisée ici. Alors, vous voyez, les deux courants en interaction se correspondent aux segments CD et SR. Alors, le montage est ainsi fait que la branche CD est mobile et peut tourner donc autour de l'axe EF, c'est-à-dire que si elle subit une force, il va y avoir un déplacement, et que la branche SR, elle, peut être orientée pour former un angle variable avec la branche CD. Et donc, le travail d'Ampère ici est de manifester qu'il y a interaction entre les deux courants et que cette interaction est proportionnelle au cosinus de l'angle, c'est-à-dire qu'elle est maximale lorsque les courants sont parallèles et elle est nulle lorsque les courants sont perpendiculaires. Bien entendu, il n'y a pas de mesure en tant que telle, il y a juste la manifestation d'une interaction et la manifestation qu'elle varie plus ou moins proportionnellement au cosinus de l'angle. Par la suite, dans les semaines et les mois qui vont suivre, même l'année suivante, en 1821, Ampère va compliquer sa formule pour prendre des éléments de courant avec des angles absolument quelconques et va ébaucher donc une formule absolument générale. Vous voyez que la formule précédente était calquée encore un peu sur un modèle newtonien, c'est une formule en 1 sur D2, même si on n'a pas affaire à des forces centrales dirigées vers les centres de gravité. Et là, donc, il envisage une formule avec des indéterminés, notamment une puissance Rn au dénominateur, et puis un paramètre K. Voilà. Alors, à partir de là, la démarche d'Ampère va être assez curieuse, puisqu'en réalité, il n'a aucun moyen de mesurer les forces, de les quantifier. En revanche, donc, il va réaliser des équilibres, des équilibres, donc il va y en avoir 4 en fait, qu'il décrit dans son mémoire, et grâce à ces équilibres, va pouvoir ajuster la valeur des constantes. Donc il va arriver à n égale 2, donc voilà une loi en 1 sur R2, et puis k égale moins 1,5, par des méthodes que Maxwell lui-même dira, il parlera des méthodes de zéro. C'est à partir d'équilibre qu'on va trouver ces valeurs. Alors, donc, si je récapitule, il y a un fait primitif, c'est-à-dire une hypothèse fondamentale qui est l'interaction entre deux courants. Il y a une formulation mathématique qui va s'améliorer progressivement.
mais il y a aussi la volonté d'ancrer cette modélisation dans la réalité physique. Et donc, Ampère tient très fortement à ces courants microscopiques, microscopiques ou pas microscopiques, d'ailleurs au départ ils ne sont pas microscopiques, et finalement ils seront microscopiques, au sein de la matière. Et donc là, c'est une part importante de ces recherches, de ces tâtonnements, mais qui évidemment ne va pas aboutir. Comment modéliser les courants électriques qui provoquent le magnétisme? Au départ, Ampère les conçoit comme des courants coaxiaux autour de l'axe de l'aimant. Ça donne la figure que vous avez sous les yeux. Donc voilà, les espèces de courants circulaires, tous autour du même axe. Et puis c'est Fresnel qui va lui souffler l'idée plutôt de courants circulaires autour de chaque molécule magnétique. Alors, on ne sait pas ce que c'est que les molécules magnétiques en l'occurrence, hein, mais il y a une dimension microphysique ici. Et puis avec un certain nombre de questions qui se posent, est-ce que ces courants sont des courants permanents ou est-ce qu'ils naissent de l'aimantation du métal? Et donc on va voir Ampère tergiverser sur son modèle et finalement au moment de rédiger son mémoire en 1826, se rabattre sur une certaine réserve, une certaine modestie en reconnaissant qu'au fond il n'y a pas de certitude sur la forme de ces fameux courants. N'empêche qu'il y tient complètement à ces courants microscopiques, convaincu qu'on ne peut expliquer le magnétisme qu'en le ramenant à la circulation de courants électriques dans la matière. Ça nous donne donc le fameux mémoire de 1826, théorie mathématique des phénomènes électrodynamiques uniquement déduites de l'expérience. Et là, un tout petit mot sur ce titre et qui va introduire la troisième partie de cet exposé sur la vision ampérienne de la science. Alors le titre est un titre très significatif parce que théorie mathématique, si vous ouvrez l'ouvrage, vous allez voir qu'elle est très mathématique. C'est truffé d'intégrales, de différentiels. D'ailleurs, j'allais dire le pauvre Faraday, qui est un immense savant, mais un grand expérimentateur, ce que n'était pas Ampère, n'est pas du tout mathématicien. Et Faraday n'arrivait pas à lire Ampère. Il lui disait qu'il y avait trop de mathématiques et que ça le dépassait. Donc, il y a tout un tas de calculs à partir de son hypothèse de force entre des courants, parce que ce sont des courants infinitésimaux à chaque fois. Donc, à chaque fois, il se livre ensuite à des grandes opérations d'intégration sur différents types de conducteurs, de formes diverses, etc. Donc, théorie mathématique, assurément. Déduite de l'expérience, plus ou moins. Plusieurs expériences sont plus des expériences de pensée que des expériences vraiment réalisées, et uniquement déduite de l'expérience. Alors là, ça tient vraiment de la provocation, parce que c'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que il y a des hypothèses physiques tout au long de ce mémoire, et l'existence des courants microscopiques est l'hypothèse physique fondamentale. Comment comprendre donc le caractère, un peu trompeur du titre d'Ampère? Il faut le comprendre en se mettant dans la situation je reviens un petit peu en arrière, de la science de son temps. Donc, toute petite contextualisation. On est à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Comme je vous disais, la science est dominée par l'école newtonienne, et je dirais la philosophie des sciences, la vision qu'on a de la science est dominée par le courant anglais de l'empirisme. L'empirisme, c'est des gens comme Bacon au XVIIe siècle, puis Locke, puis Hume, ça c'est plutôt chez les philosophes, et puis chez les savants, c'est Newton. Et c'est une doctrine de la science donc empirisme, c'est-à-dire qui se fonde le plus possible, et si possible exclusivement sur l'expérience. C'est une doctrine de la science qui va passer en France, notamment à travers Voltaire, qui est un grand animateur de Newton, et chez les savants, à travers Laplace,
Et on peut dire que l'empirisme va se radicaliser, c'est-à-dire son sommet en France, c'est Auguste Comte, c'est le positivisme d'Auguste Comte. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Au fond, deux propositions qui peuvent résumer l'empirisme. Première proposition, la science procède à partir de l'expérience et elle traduit les faits d'expérience en formules mathématiques, en lois mathématiques. C'est comme s'il y avait un passage direct de l'expérimentation, avec bien entendu grande variété de mesures, de situations expérimentales, etc. Mais un passage direct des faits expérimentaux, des mesures expérimentales à la loi mathématique. Ce que refuse l'empirisme, c'est qu'il y ait usage d'hypothèses physiques. Il s'agit de ne pas poser d'hypothèses sur la nature des phénomènes, sur la nature du réel physique. C'est ainsi que Newton dit je n'ai pas hypotheses non fingo, je n'ai pas fait d'hypothèse. J'ai traduit directement les expériences en loi mathématique, ce qui d'ailleurs n'est pas vrai non plus, c'est-à-dire qu'on se réclame d'un Newton qui lui-même a simplifié sa démarche. Il y a dans l'empirisme le rejet des hypothèses de ce qu'on ne peut pas voir ni constater. Donc ça, c'est la première, thèse de l'empirisme. Et la deuxième thèse de l'empirisme, c'est une thèse plus, on va dire, plus métaphysique. Elle consiste à dire que la science n'a pas à se préoccuper de la réalité physique telle qu'elle est, car cette réalité est inaccessible. La science doit produire à partir des faits des lois, et la vérité d'une loi, c'est son efficacité. Si une loi est descriptive des phénomènes et prédit d'autres phénomènes, elle est vraie. Mais au-delà des lois de la physique, il n'y a pas de réalité à vouloir approcher, il n'y a pas de réalisme de la science. Alors ça, c'est très fort chez quelqu'un comme David Hume, qui est un grand sceptique en fait, et chez Auguste Comte. Pour Auguste Comte, l'interaction gravitationnelle est tout aussi explicative qu'on peut le désirer des phénomènes de la mécanique. Alors, Ampère, justement, s'oppose à cette doctrine-là. Pour lui, entre les faits et les lois, il y a les hypothèses. Et un physicien, plus exactement, on ne peut faire de la physique qu'à travers des modélisations, qu'à travers des hypothèses. Bien entendu, les hypothèses peuvent être provisoires, à perfectionner, etc., et même fausses, naturellement. Mais on ne peut pas faire de physique sans passer par des hypothèses. Et de ce point de vue-là, je pense qu'Ampère est plus réaliste, au sens banal du terme, que les empiristes. Donc Ampère ne va pas se priver, dans sa chimie, de postuler l'existence des atomes et des molécules absolument invérifiables directement, et dans sa physique, l'existence des courants particuliers. Et puis la deuxième thèse métaphysique, pour Ampère, la science est capable de scruter le réel dans sa structure, sinon dans ses éléments. Et ça, c'est sa théorie philosophique donc, à laquelle je faisais allusion au début, qu'il appelle la théorie des relations. Ampère nous dit, c'est vrai que la science, parce qu'il y a aussi l'ombre de Kant qui nous dit que la science ne dit pas le réel. Ampère dit, à une position moins radicale, il dit la science ne nous dit peut-être pas les constituants ultimes de la réalité, mais elle peut scruter des relations qui sont véritablement inscrites dans la réalité. D'où le fait que la mathématique est le langage adéquat de la physique. Parce qu'une loi mathématique, une loi aussi universelle que la loi Newton ou d'autres lois, si elle est si performante, c'est bien qu'elle dit quelque chose de la structure de la réalité. C'est ce qu'Ampère essaye de théoriser en philosophe. Alors, moyennant quoi, et j'espère que ce n'est pas trop confus, hein, tout ce que je dis là, j'ai peu de temps évidemment pour le détailler, moyennant quoi, qu'est-ce que la science pour Ampère? Alors,
comment dire, je schématise ce qu'il dit, mais il me semble que ça revient à ça. Eh bien, première étape, il s'agit de réduire la diversité des phénomènes à un seul fait primitif. Par exemple, chez Newton, le fait primitif, c'est l'interaction gravitationnelle qui va rendre compte aussi bien du mouvement des planètes que des chutes des corps, etc. Pour Ampère, le fait primitif, c'est l'interaction entre deux courants électriques. Ensuite, le fait primitif, il faut l'exprimer par une loi mathématique. C'est ce qu'a fait Newton, c'est ce qu'a fait Ampère. Ensuite, et c'est là où les empiristes donc ne vont pas être d'accord, ce fait primitif, il faut aussi l'inscrire dans la nature intime de la matière, c'est-à-dire ces courants particuliers, qu'est-ce que c'est, comment ils sont, quelle est leur structure, hein. Ces atomes, ces molécules, qu'est-ce que c'est, bon, je vous rappelle ou je vous apprends qu'Auguste Comte, le doctrinaire du positivisme, a rejeté toute sa vie la théorie des atomes, parce qu'il la jugeait métaphysique. Traduire le fait primitif dans la nature intime de la matière, et puis enfin, alors là ça ne surprendra personne, évidemment, éprouver la modélisation physico-mathématique par de nouvelles expériences. Ce schéma, évidemment, je pense ne vous surprend pas beaucoup, puisque au fond c'est un petit peu l'image que nous avons aujourd'hui de la science, une science hypothético-déductive. Et les recherches que j'ai pu faire dans les manuscrits d'Ampère, notamment dans ses travaux de logique, montrent qu'il est tout à fait au clair avec cette méthode hypothético-déductive. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, il fallait ramer à contre-courant par rapport à l'empirisme selon lequel les hypothèses physiques n'avaient pas droit de cité dans la science. D'où le double discours, c'est presque fini, hein, je vous rassure, d'où le double discours de la fameuse introduction du mémoire de 1826, puisque Ampère va faire une profession de foi newtonienne d'une orthodoxie totale, alors qu'il n'en pense pas un mot. Et alors c'est amusant parce que certains ont voulu faire d'Ampère un positiviste, alors qu'il est exactement le contraire. Mais c'est un peu de sa faute, il l'a un peu cherché. Observez d'abord les faits, en varier les circonstances autant qu'il est possible, accompagner ce travail de mesures précises pour en conclure des lois générales uniquement fondées sur l'expérience et déduire des lois ainsi obtenues, indépendamment de toute hypothèse sur la nature des forces qui produisent les phénomènes, la valeur mathématique de ces forces, c'est-à-dire la formule qui les représente. Telle est la marche qu'a suivie Newton, c'est elle qui m'a servi de guide dans toutes mes recherches sur les phénomènes électrodynamiques. J'ai consulté uniquement l'expérience pour établir les lois de ces phénomènes et j'en ai déduit la formule qui peut seule représenter les forces auxquelles ils sont dus. Je n'ai fait aucune recherche sur la cause même qu'on peut assigner à ces forces. Donc là, c'est un énorme mensonge, puisque Ampère, dès le début, a dit ces forces sont causées par l'interaction des courants, etc. Bon. Même s'il a dû progressivement renoncer à une description trop réaliste de ces fameux courants, parce qu'il n'en avait pas tout simplement la possibilité. Ce qu'Ampère dit en public, de façon officielle, il en dit exactement le contraire en privé, dans une lettre à Faraday. Je pense que tout ce qui s'est fait en physique depuis le travail du docteur Young sur la lumière et la découverte de M. Auersted prépare une ère nouvelle à cette science et que les explications déduites des effets produits par le mouvement des fluides impondérables remplaceront successivement celles qui sont adoptées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faudra fonder pour Ampère les interactions électrodynamiques, il faudra les fonder sur une véritable mécanique du fluide. Alors, quel est ce fluide? C'est en fait l'éther, hein, dont Ampère croit en l'existence, comme Fresnel d'ailleurs, hein, l'éther qui transporte les interactions. Et donc pour Ampère, c'est une explication microphysique qui devra remplacer progressivement celles qui sont adoptées aujourd'hui et qui ont pour objet moins de faire connaître la véritable cause des phénomènes que de donner les moyens les plus sûrs de les calculer. Je crois que l'on doit chercher dans les mouvements des fluides répandus dans l'espace l'explication des faits généraux et que c'est aux formules déduites de l'expérience à en faire connaître les détails et donner le moyen de les calculer. Donc, ça va être ma conclusion. En fait,
y a deux niveaux, au fond, il y a deux niveaux de langage, de description scientifique, on va dire. Il y a un niveau mathématique qui est au fond un niveau descriptif, et il y a un niveau physique, microphysique, qui est un niveau explicatif. L'empirisme a tendance à se dispenser du niveau microphysique, qu'il juge parfaitement hypothétique et finalement inutile, alors qu'Ampère pense que le but ultime de la science, c'est d'aller scruter le réel jusqu'à ce niveau-là. Mais comme il ne peut pas formaliser ces courants microscopiques, ou bien décrire de façon précise les atomes et les molécules, il accepte qu'on puisse se rabattre sur une représentation mathématique de l'électrodynamique, par exemple, hein, ou bien d'une géométrisation de la chimie un peu comment dire, un peu simplifiée. Hein. Mais cela ne veut pas dire qu'il faille renoncer à ces explications microphysiques. Voilà. Donc, c'est pourquoi il faut souvent renoncer, au moins provisoirement, à cette saisie des essences, c'est-à-dire des entités microphysiques, pour se contenter des relations mathématiques qui organisent le monde des entités. Mais Ampère s'oppose au positivisme de Comte, pour lequel il n'y a rien à chercher au-delà de ces relations mathématiques. Voilà, je m'arrête là. Pardon d'avoir été trop long et peut-être trop rapide, mais on va peut-être pouvoir reprendre quelques aspects dans les questions. Ok, merci beaucoup Xavier pour l'exposé très clair. Merci beaucoup. C'est très clair. Si, enfin en tout cas moi j'ai trouvé, puis c'était vraiment intéressant. On peut peut-être ouvrir la discussion. Est-ce qu'il y a eu des questions ou pas encore? Alors, pas encore. Alors, pendant que les gens réfléchissent à leurs questions, d'emblée, je vous rappelle que je ne pratique plus bien la physique, et donc si on rentre dans des discussions sur l'électrodynamique, j'aurai l'humilité de dire que je ne sais pas. Voilà. Mais sur la vision de la science d'Ampère, par contre, ou sur voilà ce que j'ai dit un petit peu des idéologies de l'époque, ça peut être intéressant d'en parler. Parce que je pense qu'il y a des enjeux d'ailleurs pédagogiques par rapport à ça. Vous voyez, alors je parle à mes collègues physiciens là, et vous voyez comment les programmes comment dire, du lycée ont tendance à osciller entre une vision très empirique où on manifeste aux élèves qu'il y a des phénomènes, etc. Et puis on va les assumer par une loi mathématique en leur disant ben voilà, c'est comme ça, il faut appliquer telle formule. Et puis une vision, j'allais dire, plus profondément scientifique, où tout le travail de mathématisation, de modélisation passe justement par des modèles, par des hypothèses, quoi. Je crois que j'en ai déjà parlé avec Aurélien Noir, mais il me semble qu'on est en train peut-être de revenir à quelque chose de plus scientifique en ce moment dans les programmes de lycée, mais je me trompe peut-être. Voilà, moi j'ai peut-être une question pour lancer la discussion du coup. Donc tu as parlé en fait de ce qui est intéressant, c'est que ça a été quand même très très concentré l'activité scientifique d'Ampère, enfin surtout en physique et en chimie en tout cas. Dans le temps, je veux dire. Dans le temps, oui. Alors sachant qu'évidemment c'est quelqu'un qui depuis sa jeunesse là ne cesse de réfléchir à toutes ces questions. Il fait des mathématiques, fait de la physique, fait de la chimie. À Bourg-en-Bresse, c'était un cours de physique qu'il donnait. Il faisait des expériences de chimie. Tout ça, tout est dans son esprit un petit peu au même moment. Mais ensuite, ça procède par fulgurance. C'est-à-dire que l'électrodynamique, c'est stupéfiant, quoi. Voilà. On a justement, c'est ça que je vais demander, est-ce qu'on a des écrits ou des correspondances d'Ampère sur l'origine de ces intuitions en fait? Est-ce qu'il en parle? Eh ben, figure-toi qu'on a un témoignage que j'ai tout à l'heure omis, mais que j'ai mis dans mon... Vous voyez défiler les images là? Oui. Ah oui, non, pardon, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, mais je vais vous le lire parce que c'est intéressant. C'est le témoignage justement d'Ozanam,
Donc, Ampère est déjà âgé, il a fait toutes ces grandes découvertes, c'est un savant qui a pignon sur rue, et le jeune Ozanam, étudiant de droit à Paris, vient frapper timidement à la porte en tant que Lyonnais envoyé par ses parents, et Ampère lui dit, mais si vous voulez, mon fils n'habite plus dans cette maison, j'ai une chambre, je vous la loue. Bon. Et donc Ozanam est quelqu'un qui va côtoyer Ampère tous les jours. Et voilà ce qu'il dit. Alors je vous lis le témoignage, parce qu'il y a un côté aussi un peu humoristique sur le personnage. Si je le retrouve. Bon. Ah voilà. Donc Ozanam écrit à ses parents en décrivant Ampère. Il dit « Doué d'une mémoire prodigieuse pour tout ce qui est scientifique, Monsieur Ampère est oublieux pour toute affaire de ménage. Il a appris le latin tout seul, il fait des vers latins et les fait très bien. Il possède l'histoire à merveille, lit avec autant de plaisir une dissertation sur les hiéroglyphes qu'un recueil d'expériences de physique ou d'histoire naturelle. » Et là, ça va répondre un peu à la question d'Aurélien. Tout cela chez lui est instinctif. Les découvertes qui l'ont porté au rang où il est aujourd'hui lui sont venues, dit-il, tout d'un coup, sans savoir comment. D'ailleurs, il y a un côté un peu divinatoire. Ampère est un passionné, un affectif. C'est quelqu'un qui, du jour au lendemain, va se passionner pour une recherche auquel il avait peut-être pensé des années avant, mais auquel il ne pensait pas la veille, quoi. Et donc, il y a une espèce de génie intuitif extrêmement surprenant et extrêmement intense, quoi. Voilà. Et puis ensuite, au bout de quelques mois, ayant ouvert des brèches, il va se désintéresser de ce qu'il a fait, quoi. Il a fallu que Faraday monte au créneau pour qu'il se remette finalement à l'électrodynamique. D'accord. Eh ben, on a quelques questions, ouais. Alors, je vais peut-être prendre... depuis quand parle-t-on d'Ampère dans les courants? Donc ça, je pense, il me semble que tu l'as dit, que c'est plus lui. Non, en fait. non, je ne l'ai pas dit. L'unité d'intensité électrique, je ne sais plus. Alors j'ai honte parce que dans le cadre de l'année Ampère, il y a un colloque auquel j'ai participé et il y avait un exposé là-dessus, mais je n'ai pas pu le suivre. Bon, ça se trouverait assez facilement. Mais je regarde si je le trouve. Peut-être pendant ce temps une autre question. Une autre question. Est-ce que donc Ampère était croyant? Alors ça je peux en parler par contre beaucoup parce que ça occupe sa correspondance, l'essentiel de sa correspondance. Donc en fait, il est d'une famille très croyante. Pour lui, la question de la foi et la foi de la philosophie, enfin la religion, la philosophie, la science, c'est vraiment pas une question problématique. Les choses s'articulent chacune dans son ordre. Il fait partie, au moment de la mort de sa femme, il fait partie d'un petit groupe de Lyonnais, soit croyants, soit agnostiques, qui réfléchissent ensemble sur ces questions-là. Par contre, donc au plan intellectuel, je dirais, il n'y a pas de difficulté particulière. Par contre, en tant que foi vécue, les malheurs qui l'ont accablé, qui sont quand même terribles, hein, quand on pense la mort de son père, la mort de sa femme, un remariage épouvantable, ça va fortement ébranler, je dirais, son espérance de chrétien, et il va avoir besoin à la quarantaine d'une sorte de reconversion qui décrit en fait, il y a une très belle prière qui, si ça intéresse la personne, je peux lui faire passer, et donc vers la quarantaine, retrouver une foi plus paisible, plus apaisée, et donc encore un peu plus tard, vers la cinquantaine, donc c'est là qu'apparaît Ozanam, qui lui témoignera des conversations qu'il a avec Ampère sur les questions spirituelles aussi, quoi. Donc oui, c'est un grand savant croyant, mais d'une foi tumultueuse. Voilà. D'accord, très bien. Alors on a d'autres questions. Qu'est-ce que je vois? Est-ce que Ampère est vraiment le père du bonhomme d'Ampère? Ah oui, oui. Alors je vous ai montré l'image, alors ça, on ne peut pas lui enlever. Je la recherche.
Là, voilà. Ça, c'est lui. C'est dans ses papiers, ça. C'est dans ses papiers, il le décrit. Voilà. Est-ce qu'on demande aussi, est-ce que les travaux d'Ampère sont reconnus universellement dans le monde entier? Oui, parce que il a vraiment été l'étincelle. Le point de départ, c'est Auersted. C'est ce phénomène inexpliqué de l'interaction entre un courant et une aiguille aimantée. Auersted constate ça. En plus, ça l'intéresse beaucoup parce qu'il est dans cette philosophie romantique où que l'électricité et le magnétisme interagissent, ça l'intéresse. Mais il est incapable d'en proposer une interprétation. Et donc, il le divulgue, il le fait connaître. Et c'est Ampère qui s'emparant de cette expérience, en apporte une première interprétation qui va... Alors, évidemment, il va avoir contre lui les Laplaciens, c'est-à-dire Biot, Poisson, des gens comme ça, qui vont essayer de proposer des théories rivales avec des molécules magnétiques qui s'attirent, etc. Bon. Mais en fait, c'est finalement la vision d'Ampère qui va l'emporter, d'autant plus que Faraday se greffe très rapidement sur les travaux d'Ampère et finalement, ce qu'a découvert Ampère, l'interaction des courants électriques, c'est à la base du moteur, du moteur, quoi. L'électroaimant l'aimant qui interagit sur un courant et donc qui fait tourner un rotor. Et Faraday, lui, va découvrir le phénomène inverse, qui est le phénomène d'induction. Or, justement, il s'est trouvé que Ampère, sans s'en rendre compte, a constaté, avec plusieurs partenaires, plusieurs autres physiciens, et ils ont constaté ensemble un phénomène d'induction, enfin plus exactement, ils en ont provoqué un, ils n'ont pas su l'interpréter. Et c'est Faraday qui va être le maillon suivant, quoi. Voilà. Et donc la chaîne est très courte, parce qu'on peut dire à Auersted, une expérience, Ampère, une intuition fondatrice, Faraday, et puis ensuite c'est Maxwell qui va synthétiser par une construction mathématique extraordinaire, va synthétiser toutes ces étapes. Hein. Et d'ailleurs, pour répondre complètement à la question, c'est Maxwell lui-même qui dira d'Ampère, il est le Newton de l'électricité. Ce qui est un titre, évidemment, on ne peut pas rêver de titre plus flatteur, mais quand ce titre-là est dit par celui qui est vraiment le Newton de l'électricité, parce que celui qui a fait la synthèse, c'est Maxwell. Donc le vrai Newton de l'électricité, c'est lui, en fait. Moi, je dirais plutôt que Ampère est le Galilée de l'électricité. Ouais, voilà. Mais en tout cas, il y a de quoi consacrer l'importance d'Ampère. D'accord. Alors moi j'ai une petite question. Est-ce que j'avais lu, mais alors je sais pas justement si c'est vrai, que le personnage du professeur Tournesol, ouais, il aurait été inspiré indirectement d'Ampère. Oui, alors on dit ça. Donc de fait, ce que je peux vous dire de façon sûre, c'est que la collection des étourderies d'Ampère est illimité. Alors, comme on ne prête qu'aux riches, il y en a qui sont totalement inventés, mais les plus sûrs sont celles qui ont été racontées par Arago. Arago est une figure incroyable. Donc, c'est un polytechnicien qui a alors, il n'a pas eu Ampère comme professeur, mais il l'a raté de peu et il écoutait toutes les blagues tous les épisodes racontés par les étudiants. Alors, Ampère, premier cours, rentre dans l'amphi, un peu gauche, un peu maladroit. Il était très myope, hein. Ça explique aussi beaucoup de choses. Et commence à prendre le chiffon à craie, se mouche dedans, la grande hilarité des étudiants. Et puis commence à demander s'il écrit assez gros pour que ceux qui sont dans les rangs éloignés le voient bien. Et alors, un étudiant commence à dire non, écrivez plus gros. Alors, il écrit plus gros. Puis un autre dit excusez-moi, je n'ai pas une bonne vue. Est-ce que vous pourriez écrire? Il paraît qu'à la fin, il écrivait un mot par tableau. Et donc, il se laissait complètement manipuler. Et alors, si on a le temps,
si vous me permettez de raconter deux ou trois distractions d'Ampère, cette fois-ci domestiques, parce qu'elles sont proverbiales aussi, et c'est Arago qui les raconte, donc on peut penser que lui n'inventait pas. Donc par exemple, oui, Ampère est invité chez un couple, chez une famille de gens tout à fait distingués, et il y a une dizaine d'invités. Et puis, à un moment donné, ça lui arrivait très souvent, c'est-à-dire qu'on le branchait sur un sujet, ça pouvait être la botanique, il lançait une espèce de conférence qui ne s'arrêtait plus, et il oubliait où il était. Et au milieu du repas, Ampère dit ce repas est vraiment détestable. Quand est-ce que ma sœur, parce que sa sœur était venue habiter chez lui, quand est-ce que ma sœur emploiera une véritable gouvernante, alors qu'elle était invitée chez des gens, quoi. Bon, c'est le genre de distraction qui peut coûter cher. Voilà. Donc, qu'on en ait fait le savant Cosinus ou le professeur Nimbus, il semble bien que oui, il y soit pour beaucoup dans cette espèce de mythe ou d'archétype, quoi. Oui. D'accord. Il y avait une question. Donc, qui a donné le nom d'Ampère à l'unité de mesure? Alors justement, c'est ce que j'avoue que j'ai oublié. Donc c'est système international. Je regarde, j'essaie de trouver la date. Définition de 1948. La définition de l'ampère a été donnée par le Comité international des poids et des mesures en 1948, ouais. Mais il me semble elle date de bien avant. Hein. Ouais. Ça, c'est une définition moderne. Mais la première, je cherche la première. Ouais, pour l'instant, je ne la trouve pas. Ouais, là, pour l'instant, je ne la trouve pas. On retrouverait ça assez facilement, mais c'est bien avant 1948. Ouais, je vous laisserai. Ouais, je vous laisserai chercher ça. Je ne la trouve pas pour l'instant. Voilà. Eh ben, je crois que. Alors peut-être pour conclure, peut-être une dernière question, peut-être alors à ce moment-là sur peut-être un avis plus personnel sur l'héritage d'Ampère aujourd'hui pour toi, Xavier. Ça serait sur quel point en fait particulier? Alors ça c'est la question. C'est difficile. Enfin, je pense qu'il a été précurseur. Alors, je pense pas. Il est précurseur dans le domaine de la physique, de l'électricité. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Tout le monde est d'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été précurseur au niveau plus de la méthodologie scientifique, comme Fresnel d'ailleurs. Par rapport à donc, tout ce que j'expliquais autour de cette vision un peu radicalisée de l'empirisme, qui refusait les hypothèses. Et c'est vrai que, donc Ampère, c'est, on va dire, 1830, l'épistémologie française, à ce moment-là, elle est encore très marquée par l'empirisme, surtout qu'Auguste Comte passe par là et en remet une couche, quoi. Et donc, il va falloir attendre l'épistémologie du XXe siècle, avec des gens comme Bachelard, comme Pierre Duhem, même après Popper, pour bien montrer l'importance des hypothèses physiques dans la méthode scientifique. Et de ce point de vue-là, je pense qu'Ampère était tout à fait précurseur. Il me semble que c'est un de ses apports, quoi. Voilà. Il serait peut-être un peu effrayé de voir les articles ou les dires on a des scientifiques ou certains essayistes qui nous disent maintenant que le big data, l'intelligence artificielle, ça va rendre la science caduque, enfin la méthode scientifique caduque, puisque les données vont pouvoir sortir les lois
par induction, quoi. Ouais. Bah, c'est Donc, intéressant, Marc, ouais. C'est intéressant. Bah, si on restreint la science à la production de lois, et de lois qui marchent, bah, pourquoi pas, hein. Mais est-ce que c'est bien ça la science, quoi? Mais ouais. c'est vrai que c'est des questions assez actuelles aussi. Ouais, c'est vrai. Mais quelqu'un comme Einstein, par exemple, est quelqu'un qui est intéressant parce que il a eu une évolution. Il était relativement positiviste au départ, c'est-à-dire au fond la science décrit, elle décrit des phénomènes par des lois. Bon. Et plus il a avancé, moins il l'a été. Et finalement, pour lui, il y avait vraiment un apport, comment dire, là, c'est l'intuition mathématique qui est créatrice de théories scientifiques, quoi. Et donc, les théories scientifiques ne naissent pas d'elles-mêmes, elles ne naissent pas des faits d'expérience par pure induction, mais il y a toujours une modélisation, alors physique, mathématique, bon, mais toujours une modélisation qui est l'œuvre du génie humain, en fait, qui est l'œuvre du savant. Et donc là où de très grands savants piétinent, bon, l'intuition fulgurante d'un Ampère, d'un Einstein, etc., va voilà, toucher à quelque chose du réel, quoi. Voilà, alors est-ce que les machines feront ça à notre place? Je ne sais pas bien. Ouais. Eh ben, je pense qu'on peut clore la visio. Je sais pas ce qu'en pense, mais Il y avait une toute dernière question, peut-être moins philosophique et plus terre à terre, qui demande que peut-on voir au musée Ampère à Paul-les-Mioux? oui. Bah merci pour cette question. Ouais. Bah venez, vous verrez. Non, d'abord on voit la maison de son enfance et qui reste, enfin pas, qui est restée à peu près telle quelle, et la campagne autour aussi. Donc moi, ce que je vous invite à faire quand le musée pourra rouvrir, c'est de venir en groupe et puis de faire une visite et puis ensuite faire une grande balade au-dessus, c'est très agréable, c'est le pays des pierres dorées. Et puis alors dans la maison, donc il y a une première partie qui évoque son enfance, qui évoque aussi les différentes facettes de son œuvre. Et d'ailleurs, soit dit en passant, moi ma mission depuis qu'on m'a mis dans le bureau, ça serait de valoriser cette partie-là, parce que assez vite ça devient le musée de l'électricité. Et donc il y a d'abord les expériences qu'a fait Ampère, qui sont des expériences d'ailleurs assez simples au niveau du matériel. Bon. Et donc l'histoire de ces découvertes par des petites expériences. Et puis, et ensuite, toute une partie qui se poursuit sur l'histoire de l'électricité après Ampère, jusqu'à l'électrotechnique, voilà, les alternateurs, donc toute l'histoire de l'électricité. Ce qui fait que le musée s'appelle Maison Ampère et Musée de l'électricité. Et donc, personnellement, moi, j'ai toujours un peu regretté que dans l'image que ça donne, finalement, c'est Ampère égale électricité et c'est tout. Alors qu'en fait, ce personnage est tellement vaste et tellement attachant et universel que, à mon avis, on aurait intérêt à valoriser davantage toutes les dimensions de son génie, quoi. Voilà. Mais c'est une visite qui vaut vraiment le coup, hein, et je vous engage vraiment à la faire. Mais peut-être que votre association pourra en organiser une. Merci encore, Xavier. Ouais, merci infiniment. Ouais. Avec joie.